ce soir pour La Voix des Indés, exploration collective de l'édition indépendante. C'est une opération qui a pour ambition de donner de la visibilité à des éditeurs indépendants. Alors être un éditeur indépendant, c'est surtout une grande liberté, c'est-à-dire que l'on choisit ce que l'on publie. Publier ce qu'on aime et le défendre jusqu'au bout. C'est être prêt à s'adapter en permanence, jongler en permanence, faire un travail de funambule. Ça veut dire la liberté et ça veut dire toutes les emmerdes qui vont avec. L'idée, c'était donc d'associer tous les acteurs de la chaîne du livre, libraires, éditeurs, blogueurs, prescripteurs comme des journalistes, et puis naturellement les lecteurs, et les emmener à la découverte du monde merveilleux de l'édition indépendante. La Voix des Indés, c'est 300 titres mis en lecture, pratiquement 1400 ouvrages proposés aux blogueurs. Là, c'est 450 blogueurs qui ont participé à l'opération, qui ont produit, on est aux alentours de 800-850 chroniques. Donc c'est un volume de lecture assez important. C'est 30 libraires passionnés qui ont mis leur librairie à la disposition de l'opération. Et donc notamment ce soir avec le Rideau Rouge qui a accepté, sans nous connaître, sans qu'on ait jamais rencontré les libraires auparavant, de soutenir l'opération, de s'engager dans l'opération, de réaliser une table, une vitrine et d'inviter non pas un, non pas deux, mais bien 4 éditeurs. On a fait effectivement une vitrine, une sélection, et puis effectivement, je sais pas trop, on s'est lancé en disant tiens, et si on invitait les éditeurs, puis c'est pas... De livres qu'on a aimés. Et de livres qu'on a aimés, Voilà, oui, c'était ça. Et donc, ce soir, on a Marion du Diable Vauvert, Amaury des éditions Zoé, Anna des éditions Chandaigne, Géraldine des éditions Cambourakis. Jean-Jean avait d'abord été incapable de penser à quoi que ce soit, et il était resté paralysé, assis sur le lit, devant la porte ouverte de la chambre qui donnait sur le salon. Les pupilles dilatées au maximum, il avait assisté à l'assaut de Marianne sur les 4 loups qui venaient de forcer la porte de l'appartement. Il savait que sa femme était capable des plus incroyables débordements de violence. Il n'avait jamais eu de doute sur ses monstrueuses capacités physiques, ni sur la facilité avec laquelle elle pouvait laisser ses instincts de reptile prendre le dessus sur sa nature humaine. Mais il avait beau savoir tout cela, ce qu'il avait vu l'avait terrifié presque autant que l'éruption des 4 loups. Sa femme s'était jetée sur eux. Elle en avait blessé un avec le couteau, mordu un autre qui était tombé au sol, puis elle avait filé vers la cuisine suivie par les 2 loups encore valides. Jean-Jean traversa le salon et ficha le camp de chez lui. Au moment où son système limbique noyait son organisme sous des litres d'adrénaline, son esprit était lui-même en proie à une confusion d'émotions aussi puissante que contradictoire. Tout d'abord, pendant qu'il descendait 4 à 4 les escaliers de l'immeuble, pieds nus, en caleçon et t-shirt, il avait ressenti le soulagement de s'en être sorti. Ensuite, au soulagement succéda le sentiment de culpabilité et de honte d'avoir laissé sa femme seule avec 4 loups, complètement psychopathes, qui selon toute probabilité allaient lui arracher les bras, les jambes et la tête. Enfin, la culpabilité s'effaça, faisant place à une étrange sensation d'ivresse. Le genre d'impression que devait ressentir une mouche miraculeusement sortie d'un piège gluant, une impression de liberté. Marianne était sortie de sa vie. Ce qu'il n'avait jamais eu le courage de faire seul, ces 4 animaux allaient le faire pour lui. Ces 4 animaux l'avaient fait pour lui et une joie intense l'envahit. La femme de Jean-Jean dont il parle horrible, elle a pris du gène de Mamba Vert, c'est sa mère. Hein. C'est-à-dire que c'est une as du marketing, c'est une chienne totale et c'est une très mauvaise épouse, donc enfin très mauvaise femme, très horrible. Elle a du gène de serpent, vous voyez. Et en fait, on est dans un roman très étrange. C'est une énorme critique de société. Effectivement de tout un fonctionnement de marketing, etc. Mais avec beaucoup de talent, je trouve beaucoup de finesse dans des formes de dérision qui peuvent se mettre en place. C'est un roman très drôle parfois. C'est l'humour belge, c'est-à-dire à la fois totalement ouvert à l'absurde le plus total, l'absurde à la viande, l'absurde à la niveau de réel décalé, et puis le côté humour noir. Elle se tenait debout à quelques pas dans sa robe noire serrée qui lui dégageait les épaules et mettait en évidence sa modeste poitrine. C'était la robe qu'elle passait pour aller à ses leçons, comme s'il s'agissait déjà de briller en présence d'un public fervent. Léa manifestait une constante indifférence pour Shérif, comme pour tous les autres animaux de la ferme. Cela avait commencé peu après ses 11 ans, au moment où elle avait ressenti en elle les premières manifestations intempestives de sa féminité. Elle n'avait alors plus touché une seule de nos bêtes, comme si celle-ci était soudainement marquée d'un tabou, parce que secrètement reliée aux forces de la nature à l'œuvre dans son corps. Je trouvais aussi qu'elle se donnait un genre lorsqu'elle hurlait contre une poule, qui avait l'outrecuidance de s'approcher de la chaise longue sur laquelle elle lisait ses magazines, poule qui lui rappelait un peu trop qu'elle ne paraissait pas à Deauville, mais sur un carré d'herbe entre la fosse à Purin et la basse-cour.
C'était une chose vraiment pitoyable que de voir Shérif soupirer auprès de Léa. Il devait y avoir, dans sa cervelle de compagnon fidèle, le souvenir du temps de l'innocence, du temps où elle lui lançait des bâtons qu'il rapportait en échange d'une brassée de câlins. Le fait que je consacrais beaucoup de mon temps libre à dessiner n'y changeait rien. Avec Rudy, je faisais trop partie du monde matériel, permanent et stable qu'elle essayait de repousser. Attendez les bouseux. Léa a sorti son violon de son étui noir brillant à l'extérieur, en velours bordeaux à l'intérieur, qui m'a toujours fait penser à un petit cercueil. Elle a manié son archet dans l'air à la manière d'une baguette magique. « Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est très simple, je vais le réveiller. Tu es cinglé. Tais-toi, de toute façon tu ne comprends rien. » Ouais, c'est ça. Donc on a vraiment eu de la chance, c'est très très bien que ce livre-là, qui était paru au printemps, ait été repêché d'une certaine façon pour lui donner une seconde vie. Et il était passé complètement inaperçu au printemps. Donc il a pu avoir une chance, grâce là pour le coup, sans qu'on le fasse vraiment l'effort, mais à un des membres du jury du prix Médicis, d'avoir une petite deuxième vie. Au moins c'était toujours ça. Il y a eu une vraie deuxième vie en Suisse. C'est-à-dire si elle n'a pas eu lieu en France, elle a eu lieu en Suisse. Non, elle va avoir lieu en France grâce à ce soir. Elle va... ça. La flamme vacillante de la lampe à kérosène qui tantôt éclairait, tantôt assombrissait le visage fébrile et en sueur de Maria Maddalena, remit en mémoire à Joao Emiliano le jour où il l'avait vue pour la première fois. Une timidité paralysante l'avait possédé lorsque le père de Maddalena lui avait demandé de s'asseoir sur une chaise en cuir écru peu confortable. « Donc, vous êtes devenue demander une de mes filles en mariage ?»« Oui. »« Et quel est le prénom de celle de mes filles que vous voulez pour épouse ?» Pris au dépourvu, Joao Emiliano se trouva à court de réponse. Il avait vaguement entendu un nom dans une fête qui pouvait appartenir ou non aux yeux qui possédaient son cœur. Un étourdissement de vaincu avait effacé tous les noms de femmes de sa mémoire et il serait mort si son seul salut n'avait été de se souvenir de celui de sa mère. Hébété, il regardait son beau-père qui évaluait le candidat au statut de gendre et attendait sa réponse. Il s'apprêtait à partir à toute allure lorsqu'un réflexe de joueur de Rebecque lui avait fait dodeliner la tête et il vit poser sur lui un regard bleu, illuminant le plus beau visage qu'il n'avait jamais contemplé. Ému, il avait pointé du doigt en direction de l'élu, parlant calmement et fermement. « Ma future femme, c'est elle. » Elle le fut encore pour de nombreuses années. C'est un recueil donc de nouvelles. En portugais, le titre s'appelle Faca, ce qui veut dire couteau. Donc en français, ça marchait pas très bien. Mais c'est un livre où les nouvelles sont toutes vraiment tranchées au couteau, à la lame, avec en fait une atmosphère toujours d'attente dans cette zone qui est une zone assez pauvre, très retirée du sertão. Ce sont des textes très très beaux sur ce pays, sur cette végétation et sur ces gens en fait désolés, mais où il y a toujours des tensions humaines qui sont, même si elles sont localisées dans ce nord du Brésil, sont complètement universelles. A chama oscilante da lamparina, a querosene, ora clareando, ora escurecendo o rosto suado de febre de Maria Madalena, trouxe à lembrança de João Emiliano o dia em que a viu pela primeira vez. Era o mestre da rapadura e tinha o alfaiate, artista do pano, o ourives, artesão do ouro, atenção, Brasília, o que plantava e era músico quando os dedos cansados da enxada pendiam outro instrumento em que tocar. Louise enfila une robe bleue à pois blancs et alla voir le pasteur Boren Matthews de l'église baptiste de la Trinité. Lui et Louise montèrent les escaliers jusqu'à la coupole pour discuter. Un fusil 410 était posé contre le mur dans un coin. « On a eu des problèmes avec les pigeons dernièrement, dit-il. Ils se logent dans le clocher du Sacré-Cœur et ils viennent ici faire leur cochonnerie. J'ai parlé avec le père Wall, mais il n'y peut rien. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le catholicisme, Louise, mais il y a des gens dans cette ville qui font des choses très étranges. »« Toutes les religions sont étranges, dit Louise. Mais les catholiques remportent la palme. C'est comme avoir un ami imaginaire. On n'est pas obligé de penser Dieu en termes humains, dit Boren Matthews. Certains s'accommodent de l'idée générale d'une puissance supérieure. Mais ça revient à renoncer. Une puissance supérieure pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un presse-papier géant. Un presse-papier n'est pas une puissance supérieure. J'aime bien quand ils disent que Dieu est un Dieu jaloux. Parce qu'on peut s'imaginer se mettre en colère au paradis en disant « Bon, t'étais où hier soir ?» Quelle imagination, qu'est-ce qui vous amène ? Dan Norman et moi, on va se marier. J'ai promis à ma mère de demander si on pouvait se marier dans votre église. Ça risque d'être difficile pour quelqu'un qui décrit Dieu comme pouvant être un presse-papier. Vous serez encore là en mai ? Oh, probablement. Parce qu'on envisageait le mariage pour mai.
Le pasteur Matthews se leva d'un bond et se précipita à la fenêtre. « Oust !» fit-il. Il prit le fusil. Un pigeon s'envola du toit. « Reviens donc par ici, le toit !» lança-t-il. « Écoutez, mais c'est bon. »« D'accord, génial, » dit Louise. L'homme d'église lui serra la main. « Félicitations, Louise, dit-il. Je dois dire que j'ai toujours été attiré par vous, mentalement et physiquement. » Très bien choisi. Ça m'a fait penser à Coupland, ce passage parce que c'est des univers très quotidiens, très réalistes, très... Chez Wallace, pareil, la vie matérielle, la vie commune. Ce qui est sûr, c'est que même... peut-être que c'est aussi comme la ligne éditoriale, on n'est pas sur des rails très très droits. On s'autorise plein d'écarts. Ce qu'on publie, c'est divers, comme on a des goûts. Ça représente déjà le goût de plusieurs personnes. Et puis voilà quoi. Mais quand même, le livre de cette rentrée, c'est Héberto Helder. Oui, que j'ai toujours pas encore eu le temps de lire. Les 100 pas, c'est un livre absolument magnifique. D'ailleurs, on voulait le faire. Oui. Mais je sais. Mais voilà, vous aviez publié son recueil de poésie et vous étiez parfaitement légitime. C'est pas des nouvelles, c'est des textes de teneur très particulière et c'est vraiment extraordinaire quoi. Il faut vraiment absolument lire ce livre. Toutes mes acquisitions, j'arrive pas à m'assagir. C'est toujours il y a toujours des choses, des premiers romans énormes, des trucs. Imaginez une confection de livres, une maquette, une couverture, jusqu'à défendre le livre aussi auprès de la presse, tout ça. Si on n'a pas fait ça d'un point de vue artisanal, on perd le cœur du métier. Et on trouve plutôt des idées originales pour pouvoir trouver notre chemin.